Je suis ravi d'animer cette table ronde. Merci aux speakers qui ont accepté. Merci Guillaume de prolonger cette première intervention. Peut-être très rapidement, Guillaume s'est présenté et Aimé a présenté Guillaume. Peut-être présenter nos participants. Donc Vincent Rapp, docteur en informatique et de machine learning de l'Université Pierre-Marie Curie. Après des premières expériences de chercheurs, vous avez porté votre expertise au sein d'entreprises et de start-up. Aujourd'hui, vous êtes responsable sectoriel innovation et stratégie de l'IA pour BPI France. Et je pense que ça c'est très intéressant. Quelque part, vous êtes un peu le bras armé bancaire de l'État. Et je pense qu'avec Guillaume, l'échange sera très riche. Emmanuel Papadacci, donc vous, aussi docteur en mathématiques et en informatique de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous exercez dans le domaine financier depuis de nombreuses années. Et puis au sein du Crédit Agricole en particulier. Et puis vous avez pris en charge la création du Startup Studio du Crédit Agricole, on va dire Startup Studio FinTech, et vous nous expliquez pourquoi le Crédit Agricole a créé ce Startup Studio. C'est là aussi une expérience très très riche. Et puis Pascal, un fondateur du cabinet Emerton, qui a participé aussi à la création avec Aimé Lachapelle du cabinet Emerton Data, ingénieur central Supélec. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine stratégique. Et puis vous avez ressenti à un moment le besoin de créer aussi au sein d'Emerton un Startup Studio. Vous nous expliquez les raisons pour lesquelles vous l'avez créé et puis on débattra de ce sujet. Voilà pour la présentation des participants. Je vais commencer avec vous, Guillaume, pour prolonger l'entretien. Donc le gouvernement a annoncé un plan d'investissement de près de 4 milliards d'euros pour soutenir les technologies numériques souveraines. Le mot est important et sûr. Vous l'avez abordé il y a quelques instants en citant l'obligation de faire savoir dans le domaine de la sécurité des systèmes. Plus particulièrement, quelle est votre stratégie pour l'essor des startups françaises en IA générative et quelle part de ce budget que l'État et cette enveloppe a consacré à ces thématiques leur sera réservée? Au niveau de la stratégie, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. On essaye d'agir sur l'ensemble des ingrédients nécessaires pour développer des IA génératives compétitives en France. Donc c'est à la fois s'assurer qu'on dispose des bonnes infrastructures de calcul. On a financé l'extension de supercalculateur Jean Zé. Je ne sais pas si vous connaissez ce supercalculateur. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de vous y intéresser puisque finalement c'est un supercalculateur public qui est gratuit. Vous pouvez entraîner vos modèles d'IA sur Jean Zé. La seule condition, c'est qu'il faut publier quelque chose. Publier, ce n'est pas nécessairement mettre le modèle en open source. Ça peut être par exemple simplement publier les résultats d'évaluation du modèle que vous avez entraîné sur Jean Zé. Mais c'est gratuit. C'est gratuit pour des entraînements de modèles qui peuvent coûter, si on le faisait ailleurs, plusieurs millions d'euros potentiellement. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est pour toute cette phase amont finalement du développement de votre premier modèle génératif, si c'était un sujet qui était pertinent pour vous, ou le fine-tuning de modèles, c'est un bon lieu pour le faire. Et on est en train de mettre en place tout le continuum avec les acteurs privés du cloud, avec Scaleway, avec OVH, avec Dassault, avec Outscale, pardon, pour s'assurer qu'on a la bonne complémentarité publique-privée, pour s'assurer que nos acteurs ont accès à la puissance de calcul. Il y a le sujet des données. La France pilote une initiative européenne qui regroupe 16 États membres pour regrouper les bases de données, l'ensemble des ressources nécessaires à l'entraînement d'IA générative. Donc à la fois des données, comme je le disais, qui valorisent le patrimoine national, donc des données qui contiennent du texte dans les différentes langues de l'Union européenne, des images potentiellement si on était sur des IA multimodales qui correspondraient également à nos architectures, à nos environnements, pour répondre aux besoins effectivement de nos entreprises, puisqu'on sait que les solutions extra-européennes sont plutôt entraînées sur des données qui sont également extra-européennes et qui donc ne répondent pas nécessairement à nos besoins. Il y a l'accès à EuroHPC, donc aux infrastructures de calcul. Et puis, il y a deux dispositifs, mais je pense que Vincent, tu pourras aussi revenir dessus. Donc c'était deux dispositifs opérés par BPI France. Le premier sur les communs numériques de l'IA générative, pour s'assurer qu'on était capable d'accompagner la mise en place des autoroutes de l'IA générative. Donc à la fois les modèles de fondation, à partir du moment où ils sont partagés, les modèles fine-tunés partagés, les API open source éventuellement ou partagés, les outils d'évaluation pour caractériser ces modèles. Donc l'ensemble des briques
briques technologiques partagées au sein de l'écosystème IA développeurs et utilisateurs pour accélérer la diffusion de ces technologies d'IA. Et donc, on a lancé un deuxième dispositif qui prend le relais, qui s'appelle accélération des usages de l'IA générative, pour se dire, bon, bah, maintenant qu'on a ces communs numériques sur lesquels on peut construire nos produits et nos services d'intelligence artificielle, on finance la mise en place de partenariats entre des développeurs et des utilisateurs de technologies d'IA générative pour effectivement accélérer la diffusion de cette technologie. Merci. Vincent, dans la continuité, donc, je disais en introduction, Bpifrance est le bras armé financier, je dirais, de l'État. Aujourd'hui, vous avez des initiatives qui ont déjà été amorcées dans l'IA générative. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le process dans lequel vous êtes et les premiers investissements, accompagnements que vous avez fait au niveau de Bpifrance? Donc, effectivement, on est sur un certain métier opérateur de l'État. Donc, on applique finalement ce que l'État, DGE et Guillaume souhaitent côté IA en fait, et comment on va le financer nous côté Bpifrance. Ça, c'est une partie de ce que fait Bpifrance. C'est pas la seule chose. Donc ça, c'est ce qui se fait côté financement et direction de l'innovation. On a aussi toute la partie investissement. On en a parlé récemment. Il y a eu un gros investissement avec H de 220 millions d'euros. Bpifrance, à travers son fonds Large Venture, a investi dans H. Donc on essaye aussi de soutenir les entreprises. Alors là, on parle de H. C'est une énorme levée. C'est la plus grosse levée en site qu'on ait jamais eue en France. Pour autant, ce n'est pas les seuls investissements qu'on fait. On a aussi des investissements un peu plus business as usual qu'on va faire à travers d'autres fonds Bpifrance. Donc on essaye vraiment de financer avec toujours la même optique côté Bpifrance. C'est finalement de négocier des exits en douceur où on n'est pas perdant, mais on ne cherche pas non plus forcément à gagner autant qu'un fonds privé pourrait vouloir gagner. Donc ça, tout ça, c'est côté innovation. On a aussi des actions un peu plus côté demande. Au niveau de l'accompagnement. Alors là, c'est un métier qui va parler peut-être à beaucoup plus de personnes ici. On est plus proche du conseil, où en fait, on va vraiment aller dans l'entreprise, faire des diags, ce qu'on appelle des diags IA, pour voir quels sont les besoins de l'entreprise, de l'offre, qui n'est pas forcément structurée pour le faire toute seule. Et ensuite, il y a tout un programme qui est d'ailleurs aussi financé par l'État, qui s'appelle IA Booster, où on va venir accompagner à différentes phases, finalement, le projet d'intégration de solutions d'IA dans l'entreprise. Et enfin, c'est pour reboucler avec ce qui a été dit en introduction sur le lien avec la recherche, on a aussi tout un programme qui n'est pas spécifique IA, mais dans lequel on voit énormément d'IA quand même, c'est le programme Deep Tech, où là, l'objectif, c'est vraiment de faire sortir la recherche des laboratoires, donc d'inciter les chercheurs qui ont une petite fibre entrepreneuriale en eux à faire grandir ça, les accompagner, donc les financer. On a deux dispositifs, notamment donc une bourse French Tech Emergence où on donne un petit ticket à l'entreprise pour qu'elle puisse faire ses études de faisabilité et mettre le pied dans l'entrepreneuriat, se faire accompagner. Et puis après, on a d'autres dispositifs qui prennent le relais sur plusieurs millions d'euros pour vraiment marquer le coup et aller jusqu'à la définition du produit. Parfait. Emmanuel, le Crédit Agricole a une stratégie d'intégration verticale pour l'émergence de start-up utilisant l'IA générative dans le domaine bancaire. Je le disais en préambule. Pouvez-vous nous décrire l'organisation et en place et les objectifs du Crédit Agricole dans ce domaine? Oui, merci beaucoup. Alors déjà, je voudrais remercier Guillaume qui a fait la publicité des Startup Studios. Alors, je ne pourrais pas être trop long dessus parce que le temps est compté et je pense qu'on pourrait faire une conférence entière sur le modèle des Startup Studios qui est assez puissant et qui, je pense, va sans doute révolutionner ce monde des startups dans les années qui viennent. Avant de répondre à votre question, je vais juste me permettre de faire un petit hommage quand même à la DGE. On parlait de faire savoir et avec la Direction générale des entreprises, on la connaît un peu dans le monde de l'écosystème des startups via la French Tech, mais c'est pas que ça, c'est plus de 300 personnes qui œuvrent dans plein de secteurs et qui ont un impact assez incroyable et peu connu. Voilà, donc je voulais juste rendre hommage parce que moi qui en ai croisé pas mal, ce sont des grands professionnels qui aident un peu dans l'ombre à décoincer plein de situations par le réglementaire, par de l'appui, etc. Voilà, donc, et Guillaume en est un fervent exemple, mais pas que dans ce secteur. Voilà, donc je me permets juste de faire cette petite parenthèse. Alors oui, moi je travaille pour le startup studio du Crédit Agricole qui s'appelle La Fabrique by CA. On a créé 12 startups depuis 5 ans et l'objectif c'est de créer des startups pour répondre à des besoins clients ou à des évolutions de la concurrence qu'un grand groupe bancaire a du mal à adresser vu la vélocité auquel la nouvelle concurrence tech peut être soumise.
Et dans le domaine de l'IA, pour le coup, ça s'est accéléré. Parce qu'en fait, si je dois répondre, enfin, si je peux faire un petit zoom maintenant sur le sujet IA et IA générative, l'IA générative, on parle de lancer des startups, des nouvelles offres, des nouvelles promesses avec 3 personnes en 6 mois. 3 mois, 3 semaines. J'ai un ami, là, quand je travaillais chez KPMG, il a lancé une startup dans l'EduTech en 3 semaines. Voilà. Donc ça pose un vrai défi pour les studios en général et pour les grands corporates en particulier. Donc ça, c'est l'objectif. Et je vais faire un petit zoom sur... on a beaucoup parlé des champions de l'IA générative français, donc Mistral, Hugging Face. Je ne vais pas les citer tous, sinon je vais me mettre la moitié à dos, etc. Mais j'aimerais parler de l'autre versant, qui est extrêmement important. C'est sur les 2000 startups en France. En fait, dans cet écosystème, des personnes vont exploiter les possibilités offertes par les Mistral, les Hugging Face, accessibles grâce aux API. Et moi qui suis un diplômé d'IA et de mathématiques, à mon grand désespoir, ceux qui vont utiliser l'IA demain ne vont pas comprendre les modèles qu'on est en train de faire. Ils n'auront pas besoin. Alors c'est mieux qu'ils comprennent à peu près pour être sûr de ne pas faire de bêtises, etc. Et c'est là où je dirais, de ce que je vois moi dans mon quotidien, quand je crée des entreprises et quand je vois mes collègues start-upers qui créent des entreprises, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris le dernier modèle de Mistral, mais ils ont compris un truc, c'est qu'avec un CTRL-C, CTRL-V, je prends des API, je les colle, ça marche. Et je vais prendre un exemple, il y a la dernière startup qu'on a lancée qui s'appelle Génial, en fait, adresse les collectivités publiques pour les aider à faire venir du trafic, à faire du déploiement d'argent fléché, grâce à l'IA générative. Donc le dernier client, c'est avec Atout France, qui va aider les touristes pour les Jeux Olympiques à naviguer en France. En fait, les gens qui ont fait ça ne sont pas des experts en IA, des experts en machine learning, mais ils ont fait la jointure entre ces super modèles, donc ils utilisaient Perplexity, je fais de la pub, Perplexity d'un côté, et le rendent accessible à des collectivités publiques, qui sont des personnes incroyables sur le territoire, qui mettent beaucoup de passion, mais qui ne sont pas des experts en tech ni en IA. Ils font cette jointure. Voilà un exemple concret d'application de l'IA générative, je dirais, dans le domaine des startups plus traditionnelles, entre guillemets. Merci beaucoup. Pascal, donc je disais que le groupe Emerton a été l'initiative de la création d'un startup studio, Kokana Ventures. Pouvez-vous nous exposer les motivations et le mode de fonctionnement et vos premières expériences au sein du startup studio Kokana Ventures? Oui, merci Franck. Les motivations, c'est principalement celle de faire profiter d'un écosystème, un écosystème scientifique, technologique, business, pour aller chercher, comme disait Emmanuel, de la vitesse, pour essayer de jouer juste et puis pour essayer d'avoir un accès à une palette sur l'ensemble des options scientifiques. Il y a énormément d'approches possibles, technologiques. On parlait du nombre de systèmes. Business, dans des approches d'accès au marché, dans la possibilité d'être très proche, très verticalisé auprès de certains secteurs. Donc on s'appuie sur l'écosystème, qui est un écosystème de conseil au départ, à la fois de conseil en stratégie et de conseil en data science et software engineering, pour aller chercher cette vitesse, cette justesse, si possible, pour tomber sur les bonnes options assez rapidement. En termes de mode de fonctionnement, il n'y a pas de mode de fonctionnement unique. Il y a des idées qu'on a fait émerger, qu'on a développées, accélérées. Dans d'autres cas, il y a des fondateurs qui sont venus nous voir ou qu'on est allé voir en disant sur ce domaine-là, très précisément, on pense qu'on peut vous aider à accélérer. Aujourd'hui, un exemple qui a très bien fonctionné, c'est AgriSight, donc c'est une agritech. Donc c'était un outil d'optimisation de la supply chain pour de la supply chain agricole, des céréales en particulier, pour gagner en marge et en empreinte carbone, à la fois du prix, des coûts et de l'empreinte carbone, de manière end-to-end sur la supply chain agricole. Et c'est un projet qu'on a incubé, développé. On a été jusqu'au premier produit industrialisé, les premières références commerciales, avant de s'adosser à une autre agritech pour pouvoir passer à l'échelle, accélérer commercialement. Merci. Guillaume, on disait en introduction qu'il y a un enjeu de talent-formation. Je dirais même qu'il y a un enjeu de conserver ces talents. Nos grandes écoles universités, vous le faisiez remarquer, forment de talents. On n'a pas de problème de recherche. On est très très bon en France et plus largement en Europe. Mais souvent ces talents, ils sont un petit peu, je dirais, tentés de céder au chant des sirènes des GAFAM et grandes startups dans le domaine de l'AI américaine. Comment s'assurer de les retenir en France? Comment peut-on faire? Alors,
Déjà, je vais un peu me faire l'avocat du diable, mais je pense que c'est un sujet qui est complexe. Il n'y a pas de... Même l'analyse de la situation n'est pas nécessairement évidente sur les impacts positifs et négatifs de ces passages par les entreprises américaines. Si on regarde les principales boîtes dont on a parlé, Mistral, H, etc., l'ensemble des cofondateurs de ces boîtes sont passés par des entreprises américaines. Tous. Donc en réalité, le passage par une big tech, d'une certaine manière, contribue à la formation de nos talents français de l'intelligence artificielle. L'idée, à ce stade, on pourrait presque se dire, étant donné les fonds levés par ces startups, si le nombre de fonds levés est une métrique intéressante pour évaluer la qualité de ce qui est produit, que en fait la meilleure formation, en l'occurrence, on sait qu'on forme d'excellents ingénieurs, d'excellents data scientists, c'est d'avoir cette formation d'excellence sur le territoire français, d'ensuite faire un passage au sein de ces big tech pour accéder à des... le principal intérêt d'être chez les Gamam, c'est qu'en fait on a accès à des ressources extraordinaires. Je parlais avec Stanislas Paulu, qui est le CTO de Dust, l'entreprise française Dust, qui travaillait chez OpenAI avant. Il avait pour lui tout seul au bureau l'équivalent de l'ensemble du supercalculateur Jean Zé. Et donc tous les jours, il allumait, il éteignait le plus gros supercalculateur dédié à l'IA de France. Voilà, c'était sa machine. Donc en fait, ils obtiennent, ces personnes qui ont accès à ces infrastructures de calcul, un retour d'expérience sur le passage à l'échelle de l'entraînement de modèles d'IA qui est inégalable. Et donc c'est grâce à cette compétence qui est unique, on dit qu'il y a 50 grands talents de l'IA générative dans le monde, et en fait c'est ces 50 personnes qui ont eu accès à des supercalculateurs pendant un temps suffisamment long, et un certain nombre de ces 50 talents sont français et sont revenus créer des startups en France. Donc bon, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse évidente. Évidemment, on a envie de conserver nos talents en France, mais du coup je voulais aussi insister sur le fait qu'on a aussi envie de rapatrier nos talents qui sont partis, et ça présente un intérêt réel pour notre écosystème. Donc voilà, il n'y a pas nécessairement de réponse évidente, et on pourrait se dire finalement les dispositifs de chiffres qui lient nos laboratoires de recherche et des entreprises extra-européennes, ça participe au développement d'un écosystème d'intelligence artificielle compétitif. Ce serait d'ailleurs peut-être un peu surprenant si on se compare à nos grands concurrents internationaux sur l'IA que sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, qui eux ont des écosystèmes finalement très ouverts, au moins sur le déplacement de talents, que nous on décide de complètement se renfermer. Donc voilà, réponse complexe, mais bien sûr les talents c'est un enjeu prioritaire sur lequel on souhaite intervenir, on souhaite être efficace. Et aussi, tout n'est pas une question d'argent. Parce que souvent, on a tendance à dire, en fait, c'est parce qu'on ne paye pas assez bien en France. C'est pour ça que tout le monde que nos talents s'en vont. Je pense qu'en fait, il n'y a pas que l'argent. Il y a un mème sur Internet où on voit un entretien d'embauche avec un jeune talent de l'IA générative. Et ce qu'il demande, ce n'est pas le salaire, c'est le nombre de GPU disponibles au sein de l'entreprise. Donc, on voit que justement, la disponibilité d'infrastructures, de ressources qui permettent de développer des modèles d'IA qui sont compétitifs, c'est quelque chose qui a tendance à attirer les talents. Donc c'est aussi un levier sur lequel il faut agir. Et le troisième point, le président de la République en a parlé le 21 mai, c'est la simplification. Si on veut garder nos meilleurs chercheurs de l'intelligence artificielle, il faut leur simplifier la vie. Il ne faut pas qu'ils soient absorbés par qu'ils passent leur temps à des procédures administratives qui n'ont rien à voir avec leur recherche. Il faut qu'on facilite donc l'obtention de financement, qu'on simplifie le cumul d'activités justement pour faciliter les allers-retours entre le public et le privé. Il y a énormément d'axes, de leviers sur lesquels on peut agir pour simplifier la vie de nos chercheurs et donc pour faire en sorte qu'ils aient envie de rester sur le territoire national et européen. Vincent, dans la continuité de ces propos de Guillaume, au-delà de la proposition de valeur de la start-up, au-delà de son business plan, j'imagine que vous avez une acuité et vous regardez de très près la constitution de l'équipe fondatrice de la start-up. Et comment s'assurer quand elle passe à l'échelle justement que ces fondateurs ils arrivent à recruter de petites startups face aux Gamam, je dirais, les collaborateurs d'après en fait. Ce dont on parlait juste avant est absolument fondamental. Moi, je ne suis pas contre le fait que nos talents partent à un moment dans les GAFAM faire un peu leurs premières armes et aller se former. Ils ont accès à des ressources qui sont absolument phénoménales et c'est vraiment super formateur. Faut d'ailleurs il y a un petit changement de paradigme depuis quelques années, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas faire de la recherche dans des laboratoires publics américains. Non, ils partent dans des GAFAM parce qu'ils ont accès à une ressource qui est absolument phénoménale.
et ils se forment, et quand ils reviennent chez nous, bah forcément, ils sont capables de déployer tout ce qu'ils ont appris aux États-Unis. Et ça, c'est génial. Donc, c'est évidemment un super bon signal. Donc, je ne pense pas qu'il faille les garder. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut être super incitatif sur les faits de vouloir les faire revenir. Donc ça, c'est important. Il faut trouver, à l'image du plan Deep Tech, je pense, où on essaye de faire naître dans les chercheurs un peu cette fibre entrepreneuriale, bah, pourquoi on ne le ferait pas chez ces jeunes qui sont partis aux États-Unis et essayer de les inciter à revenir pour monter une boîte en France. D'ailleurs, le sujet est vrai sur les modèles fondationnels, mais pas que. C'est tout aussi vrai sur le hardware. C'est typiquement là où peut-être on aurait besoin d'ailleurs de faire des pas en plus. On a Flex AI qui est venu, qui a fait une levée de fonds d'une vingtaine de millions d'euros il n'y a pas longtemps. C'est aussi des anciens de Intel, de Nvidia qui sont venus chez nous pour monter une boîte. Ça, c'est des signaux qui sont super importants et je pense qu'il faut y aller. Sur les talents, il y a quand même autre chose aussi qui est super important. Je voulais revenir sur ce que Emmanuel a dit tout à l'heure. C'est aussi voir un peu côté demande comment ça se passe. Moi, il y a un truc, alors je ne sais pas comment le prendre, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'embête ou pas. Le fait que les gens qui utilisent l'IA demain n'aient pas forcément besoin de comprendre ce qu'il y a dans la boîte noire, qu'il n'y ait pas de mathématiques. Ça, c'est complètement nouveau, c'est depuis OpenAI, notamment et ChatGPT, hein, parce qu'avant, il y a même il y a 5-10 ans, quand on voulait déployer de l'IA dans une entreprise, bah, fallait connaître. Fallait savoir ce que c'était une multiplication matricielle, fallait savoir vectoriser, fallait savoir faire ça, sinon c'était pas possible. Et moi, je pense que si jamais on continue sur ce déploiement un peu agnostique du système qu'il y a derrière, on va toujours être finalement à la poursuite de l'inno. Je pense que c'est super important, donc on en parlait, hein, la formation continue, le passage en interne. On n'a pas besoin non plus d'avoir fait maths sup, maths spé et des grandes écoles pour comprendre ce qui se passe derrière, mais avoir quand même un minimum de compétences pour savoir comment on pourrait incrémenter sur des systèmes open source et disponibles. Je pense que c'est super important pour créer l'innovation demain, en fait. C'est la bonne passerelle pour la question, Emmanuel, parce que vous êtes face à une concurrence, en effet, des GAMAM, ce recrutement des collaborateurs. Vous évoquez cette disponibilité d'API, de bibliothèques. Finalement, je déborde un peu de la question que j'avais préparée. Mes cheveux gris en témoignent. Moi, j'ai appris à coder en COBOL. COBOL, c'était un des langages du monde bancaire. Vous êtes en train de dire globalement que finalement, vos collaborateurs, toute la direction informatique les directions agricoles, quelque part, vont avoir des nouveaux outils. Et c'est ces API qui vont leur permettre de développer les applications de demain, et y compris au niveau des startups qui vont accélérer ce transfert un peu de compétences. Il y a un enjeu, j'imagine, de formation énorme au niveau du Crédit Agricole qui est en train de s'installer au travers de votre startup studio, en fait. Oui, alors au niveau du studio, nous, on est qu'un tout petit bout de l'informatique du groupe Crédit Agricole, parce qu'on est 400 à peu près, si on compte toutes nos startups créées, etc. Et l'ensemble des départements informatiques du Crédit Agricole, c'est peut-être, je veux dire, un chiffre 2000, 3000 personnes. Pour situer les masses, pour répondre à ta question, Franck, je vais vous donner une anecdote. Je parlais de la société géniale qu'on a lancée en fin d'année là. On est assez autonome quand on crée une nouvelle start-up au sein de la fabrique, mais quand même, il faut passer dans les fourches codines des architectes du groupe Crédit Agricole pour vérifier que ce qu'on fait est bien conforme à la loi, enfin bref, ce qu'on fait toujours, bien sûr. Et c'est vrai qu'avec notre use case d'IA générative avec Perplexity en dessous, etc., on a développé beaucoup de stratégies pour aller avec beaucoup de parcimonie, comment on va le présenter, pour ne pas faire peur, parce qu'à chaque fois, on est taxé de repousser les frontières technologiques, etc. On a eu notre dossier au responsable de l'IA du groupe Crédit Agricole, que je salue, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais quelqu'un très bien, etc. Et pas de nouvelles pendant 2 semaines. On s'est dit, oh, ça va être terrible, il prépare un dossier, il va falloir qu'on réponde. On a déjà préparé comment répondre au secret bancaire, toutes ces questions importantes. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas revenus vers nous aussi vite qu'on pensait, parce qu'en fait, il y avait 150 autres use cases d'IA générative qui étaient faits par plein de filiales du groupe Crédit Agricole. Il y a des très belles filiales. Il y a une super initiative faite par le Crédit Lyonnais, qui est une LCL, qui est une filiale du Crédit Agricole, qui aide les conseillers à interagir avec leurs clients. Voilà, donc en fait, je pense que les directions informatiques dans le groupe Crédit Agricole, de ce que j'ai vu, ont pris la mesure des possibilités offertes par ces nouvelles technologies d'IA générative. Ça a mis finalement assez peu de temps pour trouver le bon système, le bon setup pour garantir la protection du consommateur, pour garantir le secret bancaire, pour garantir la RGPD, enfin tout ce qu'il y a. Je ne suis pas trop inquiet sur le fait que les professionnels de l'informatique appréhendent le sujet pour une raison.
c'est la fameuse technique prenez-le, j'utilise pour moi, c'est qu'en fait beaucoup de codeurs utilisent l'IA générative pour aider à coder. Donc ils ont capté, mais largement avant tout le monde. Rapidement. Enfin, je veux dire, pour toute personne qu'on codé une fois dans sa vie, et je crois que c'est votre cas, Franck, bon, si on peut gagner 10 minutes pour 30 lignes de code, on le fait. Et c'est vrai que, voilà, donc je pense que ça, le mécanisme, il est parti un peu tout seul par ce système par diffusion. Et l'enjeu maintenant, c'est et là je te rejoins complètement, c'est de s'assurer que l'usage qui est fait de ces outils on the shelf se fasse avec discernement et génère bien une innovation perpétuelle. Voilà. Donc, et que toutes ces pépites qu'on a créées là soient utiles au maximum à toute l'économie française. Pascal, donc le modèle créé par Emerton sur Kokana Venture, c'est un modèle dans lequel où il y a un peu une hybridation, où il y a un peu de transfert d'expertise du métier de conseil d'Emerton vers le Startup Studio. Comment est-ce un avantage aujourd'hui que vous ressentez par rapport à cette compétition au niveau du recrutement des data scientists et comment vous gérez cette mutuation de vos talents? On pense que c'est effectivement un avantage. Il y a vraiment cette notion d'hybridation, de porosité entre les univers et de capacité à ne pas forcément choisir tout de suite et de capacité à continuer à se former. On en parlait tout à l'heure. Et ça nous paraît important pour des jeunes diplômés, pour des gens qui ont 3 à 5 ans de carrière, de ne pas nécessairement faire un choix tout de suite, de pouvoir leur proposer de toucher à différents univers sur quelques semaines au fil de projet, et puis peut-être un jour de basculer dans un mode beaucoup plus entrepreneurial en prenant les rênes d'une start-up, et de pouvoir finalement cumuler, entreprendre et apprendre au sein d'un même écosystème. Parfait. Alors ça clignote. Je vais vous demander d'être extrêmement bref sur la dernière séquence. Je pose la même question pour tous les 4 et je vais avoir votre avis. Vincent, on parlait d'un site à 200 millions d'euros. Moi, j'ai vécu la bulle Internet. J'étais dans le lancement d'un fournisseur d'accès Internet dans les années 98-99. J'ai vu l'explosion de la bulle Internet. Donc la question que je vous pose à vous 4, on va commencer par Guillaume. On est dans une bulle ou on n'est pas dans une bulle ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas trop le sujet parce que finalement, je m'intéresse davantage au commerce par l'IA qu'au commerce de l'IA. C'est-à-dire que ce qui va être important pour moi, c'est pas tellement de savoir combien lèvent nos startups. C'est un moyen qui est extrêmement utile, mais la finalité, c'est effectivement d'intégrer l'IA dans nos entreprises pour permettre à l'ensemble de notre tissu industriel de bénéficier des gains de compétitivité associés à l'IA pour rétablir notre balance commerciale finalement et ce rétablissement de cette balance commerciale française nécessaire à la pérennité de notre modèle économique et social ne se fera que si on exporte davantage de tout, pas simplement d'IA. Il faut exporter de tout, partout. Et donc, pour atteindre cet objectif d'exportation, il faut diminuer nos coûts de production et donc il faut déployer l'IA largement. Donc finalement, qu'il y ait une bulle ou pas sur la techno, du moment que l'on déploie l'intelligence artificielle et qu'on automatise nos processus de production et administratifs, on aura gagné. Le banquier, ouais, il est inquiet. La question n'est pas simple. Je pense qu'il y a une hype, c'est sûr et certain, autour de l'IA. On le voit, il y a une spéculation qui est dingue sur les levées de fonds, sur les salaires, sur plein de choses. Et pour autant, la diffusion dans l'écosystème dont parlait Guillaume, elle n'est pas encore là. On a fait une étude récemment, je l'ai dit très vite, 70% des patrons de PME, ETI n'utilisent pas d'IA. Donc je parle du tissu économique français. Hein, et 60% d'entre eux n'envisagent pas de le faire à court terme. C'est une catastrophe en fait. C'est vraiment une catastrophe. C'est là où d'ailleurs il y a un réel accompagnement à faire, pas que sur l'IA, mais aussi sur toute la digitalisation, parce que s'il n'y a pas de digitalisation, il n'y a pas d'IA. Donc je ne sais pas s'il y a une bulle. En tout cas, faut pas, il va y avoir une déception. Il va falloir réussir à aller un peu plus loin, quoi. Très rapidement pour les deux avis d'Emmanuel et Pascal. Alors, vraiment, on déborde beaucoup. Je commence à être suffisamment vieux pour savoir que quand il y a une nouveauté technologique, statistiquement, il y a de fortes chances qu'il y ait une bulle. D'un point de vue investisseur. Bon, j'espère que l'investissement dans H sera quand même positif, mais voilà, donc il y a statistiquement sans doute une bulle. Tu citais le crack lié au web. Ceux qui ont investi dans Amazon en 2001, aujourd'hui, ils sont quand même actionnaires d'une entreprise qui est la première marketplace dans 50 pays, je crois, dans le monde. Je crois qu'en France, c'est 20% du e-commerce français. Voilà. Donc, quand on investit, il faut le faire dans très très long terme. Ça tombe bien, c'est la mission de la BPI. BPI, c'est le long terme, donc, et de l'État. Mais voilà. Donc, je pense que oui, bulle, mais il faut tenir, quoi. Pascal, en conclusion. J'ai évidemment pas de boule de cristal, mais donc je vais m'en tirer avec une métaphore maritime. Bulle, sans doute pas, mais une vague, certainement. Mais la vague, elle est peut-être un peu gonflée.
mais quand elle se retire, la mer ne se retire pas complètement. Donc c'est une question de temps, effectivement, et de laisser passer la vague. Merci à tous pour vos interventions et vraiment c'était extrêmement riche. Merci beaucoup.